Bonjour tout le monde, je continue la playlist fiche composant avec un nouveau composant. Celui-ci permet de constituer un autre élément contenu dans le CD 4017. En reprenant son diagramme interne, nous apercevons une porte AND, soit et en français, étant la fonction première de certains circuits intégrés tels que le CD 4081 que nous allons découvrir dans cette vidéo. Le CD 4081 est un circuit intégré contenant 4 portes AND, autrement dit portes E. Chacune a 2 entrées et une sortie. Ce circuit intégré est de technologie CMOS et possède 14 broches. Si vous optez pour les circuits de technologie TTL, le 7408 possède le même nombre de portes E en ayant le même nombre de broches. Attention cependant à bien vérifier la documentation technique du circuit intégré de technologie TTL, car la tension d'alimentation et la disposition des broches y sont différentes. La tension d'alimentation du CD 4081 est généralement comprise entre plus 3 volts et plus 15 volts. Ces sorties peuvent débiter une intensité maximum d'environ 2,6 mA pour une tension d'alimentation de 10 volts. Dans tous les cas, je vous conseille de vérifier la documentation technique du constructeur de votre CD 4081. Ce circuit intégré permet d'activer d'autres circuits sous certaines conditions, ce que nous allons voir. Voyons en détail la description des broches du CD 4081. Les broches 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12 et 13 sont les broches d'entrée. La tension pouvant être appliquée à ces broches est comprise entre 7 volts et la tension d'alimentation, dans le cas où on utilise une tension d'alimentation de 10 volts. Les broches 3, 4, 10 et 11 sont les broches de sortie. La broche 7, GND ou ground, elle correspond à la broche négative de l'alimentation ou à la masse. Et la broche 14, VDD. Elle correspond à la broche d'alimentation positive comprise entre plus 3 volts et plus 15 volts. Encore une fois, voir la documentation de votre CD 4081. En observant le diagramme interne que j'ai récupéré de la documentation technique Texas Instruments, on peut distinguer 12 transistors MOSFET dont 6 de canal P et 6 de canal N. On distingue également 4 diodes et une résistance. Concernant le fonctionnement d'une porte E, et de la même façon que pour la porte non décrite dans la vidéo précédente, on peut observer sa table de vérité. Concernant les portes E du CD 4081, elles ont 2 entrées et une sortie. Appelons les entrées par exemple par la lettre A et B et la sortie par la lettre S. À l'aide de ce tableau, nous pouvons aisément observer que, pour que la sortie S soit placée à un niveau logique haut soit A, il faut que toutes les entrées, soit A et B, le soient également. Dans tous les autres cas, la sortie est placée à un niveau logique bas, soit 0. Observons le schéma de principe du CD 4081, dont on utilise une des portes E. Un appui sur le bouton poussoir SE applique sur l'entrée 1, broche 1, un niveau logique haut soit A. Aussi, la lettre 1 est allumée, témoignant que l'entrée 1 est activée. La sortie broche 3 reste à un niveau logique bas soit 0, car il faut que les deux entrées soient placées à un niveau logique haut. Un appui sur le bouton poussoir S2 applique sur l'entrée 2, soit la broche 2, un niveau logique haut soit A. La lettre 2 est allumée, témoignant que l'entrée 2 est activée. La sortie broche 3 reste à un niveau logique bas, car, comme précédemment, il faut que les deux entrées soient placées à un niveau logique haut. Un appui sur les boutons poussoirs SE et S2 applique sur les entrées 1 et 2, soit les broches 1 et 2, un niveau logique haut.
La sortie broche 3 bascule à un niveau logique haut, soit E, car les deux entrées sont placées à un niveau logique haut. À défaut d'avoir des circuits intégrés contenant des portes E, il est tout à fait possible d'en construire une à l'aide de deux transistors comme le montre le schéma. Dans ce montage, lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir SE, la LED 1 s'allume, témoignant que la base du transistor QE est soumise à un état logique haut, soit E, par l'intermédiaire de la résistance R3 de 150 kΩ. Cependant, l'intensité ne peut pas circuler au travers du collecteur et de l'émetteur de ce transistor car le second n'est pas passant. Quand on appuie sur le bouton poussoir S2, la LED 2 s'allume, témoignant que la base du transistor Q2 est soumise à un état logique haut, soit E, par l'intermédiaire de la résistance R4 de 150 kΩ. Là aussi, le transistor ne peut être passant car l'autre transistor ne l'est pas. Pour que les deux transistors QE et Q2 soient passants et que la LED verte s'allume, il faut que les deux boutons poussoirs soient enfoncés en même temps afin de soumettre la base des deux transistors à un niveau logique haut. Avant d'observer la réalisation pratique du montage sur une platine d'expérimentation, voyons d'abord le schéma d'implantation. Commençons avec le circuit utilisant le CD4080E. Les trois condensateurs servent d'anti-rebond aux deux boutons poussoirs, ainsi que de découplage du circuit intégré. Concernant la couleur des fils, le rouge correspond à la tension d'alimentation, le noir à la masse, et les couleurs jaune et verte servent de liaison entre les composants. Voici le schéma d'implantation de la version à transistor. Ici, les deux condensateurs servent d'anti-rebond au bouton poussoir. Les transistors sont de type NPN et sont des BC547B. À présent, voyons le schéma avec le CD4080E mis en pratique sur une platine d'expérimentation. Sur la breadboard, nous retrouvons notre CD4080E, notre condensateur de découplage, nos condensateurs de filtrage anti-rebond des boutons poussoirs, nos boutons poussoirs, nos résistances de tirage vers la masse au niveau des broches 1 et 2 du CD4080E, ainsi que nos LED et leurs résistances de limitation. Lors de la mise sous tension, nous observons que les LED rouges représentant les entrées sont éteintes et la LED verte représentant la sortie l'est également. Lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir de gauche, la LED rouge de gauche est allumée, alors que les autres LED restent éteintes. Quand on relâche le bouton poussoir, la LED s'éteint. Lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir de droite, la LED rouge de droite est allumée alors que les autres LED restent éteintes. Quand on relâche le bouton poussoir, la LED s'éteint. Lorsqu'on appuie sur les deux boutons poussoirs, les LED rouges de gauche et de droite sont allumées. Ainsi, nous observons que la LED verte, représentant la sortie, est allumée. Dès que nous relâchons un des boutons poussoirs, la LED verte s'éteint. Voici le schéma de la version à transistor mise en pratique sur une platine d'expérimentation. Sur la breadboard, nous retrouvons nos transistors, nos condensateurs anti-rebond des boutons poussoirs, nos boutons poussoirs, nos résistances de base des transistors, nos résistances de limitation des LED, ainsi que nos LED. Lors de la mise sous tension, toutes les LED sont éteintes. Les LED rouges témoignent que la base des transistors est placée à l'état logique haut, soit E, et la LED verte représente la sortie. Actuellement, la base des transistors et la sortie sont placées à un niveau logique bas. Quand on enfonce le bouton poussoir de gauche, la LED rouge de gauche s'allume. La LED verte est éteinte car il n'y a que la base du transistor de gauche qui est placée à un niveau logique haut. Dès qu'on relâche le bouton poussoir, la LED rouge reprend son état initial. Quand on enfonce le bouton poussoir de droite, la LED rouge de droite s'allume. La LED verte est éteinte car il n'y a que la base du transistor de droite qui est placée à un niveau logique haut. Dès qu'on relâche le bouton poussoir, la LED rouge reprend son état initial. Quand on enfonce les deux boutons poussoirs, les LED rouges de gauche et de droite s'allument.
La LED verte est allumée car la base des deux transistors sont à présent placées à un niveau logique haut. Dès qu'on relâche un des boutons poussoirs, la LED verte reprend son état initial. À présent, utilisons l'oscilloscope afin d'observer les signaux présents dans ce circuit. Commençons avec le circuit construit autour du CD4081. D'abord, je relèverai le signal d'une entrée, qui est la broche 1 dans cet exemple. Ensuite, je relèverai le signal de l'autre entrée, broche 2 dans cet exemple, et celui de la sortie, et finalement, je relèverai les signaux lorsque les deux entrées sont activées. Débutons par relier le commun des deux sondes qui est le fil noir à la masse. Relions une sonde pour relever le signal au niveau de la première entrée, qui est la broche 1, soit le signal bleu. Ensuite, on relie une autre sonde pour relever le signal de sortie, broche 3, qui est le signal jaune. Observons les signaux affichés à l'oscilloscope. Nous pouvons observer que lorsque le circuit est sous tension, la broche 1 qui est l'entrée est représentée par le signal bleu est à l'état bas, soit 0. La broche 3 qui est la sortie est représentée par le signal jaune est également à l'état bas, soit 0. Lorsqu'on enfonce le bouton poussoir de gauche, on place la broche 1 du CD4081 à un niveau haut. La broche 3 ne change pas d'état. Quand on relâche le bouton poussoir, on replace la broche 1 à l'état bas, tant qu'à présent il n'y a pas eu de changement au niveau de la broche 3. Voyons la forme des signaux entre les broches 2 et 3 du CD4081. Afin de relever ces signaux, il suffit de déplacer la sonde bleue de la broche 1 vers la broche 2. Quand nous observons les signaux affichés à l'oscilloscope, nous pouvons observer que l'illustration est identique à la précédente. En effet, lorsque le circuit est sous tension, la broche 2 qui est l'entrée, représentée par le signal bleu, est à l'état bas, soit 0. La broche 3 qui est la sortie, et représentée par le signal jaune, est également à l'état bas, soit 0. Lorsqu'on enfonce le bouton poussoir de droite, on place la broche 2 du CD4081 à un niveau haut. La broche 3 ne change pas d'état. Quand on relâche le bouton poussoir, on replace la broche 2 à l'état bas. Encore une fois, il n'y a pas eu de changement au niveau de la broche 3. Voyons la forme des signaux lorsque les deux entrées sont activées. N'ayant que deux voies sur mon oscilloscope, je ne peux pas vous illustrer le branchement des sondes des deux entrées et de la sortie de la porte E. Néanmoins, les deux entrées, comme nous l'avons vu juste avant, réagissent de la même façon. Ainsi, je ne modifierai pas le branchement des sondes et je vais me concentrer sur le signal de sortie car, à présent, il y aura un changement comme nous allons le voir. Quand nous observons les signaux affichés à l'oscilloscope, nous voyons un signal bleu représentant l'entrée broche 2 du CD4081 et un signal jaune représentant la sortie broche 3 du CD4081. L'autre entrée, broche 1 du CD4081, n'est pas représentée ici. Le circuit sous tension, en imaginant que le bouton poussoir de gauche est enfoncé, nous observons que la sortie, qui est le signal jaune, est à un niveau logique bas. Tout en ayant le bouton poussoir de gauche enfoncé et qu'on enfonce en même temps le poussoir de droite, on place également la seconde entrée, qui est la broche 2 du CD4081, à un niveau logique haut. Ainsi, la sortie bascule à l'état haut. Quand on relâche le poussoir de droite qui est le signal bleu, l'entrée broche 2 bascule à l'état bas. Nous voyons que la sortie bascule également à l'état bas pour basculer à nouveau à l'état haut dès que les deux poussoirs sont de retour enfoncés. Quand on relâche le poussoir de gauche, l'entrée broche 1, qui je le rappelle n'est pas affichée par l'oscilloscope, bascule à l'état bas. Nous voyons que la sortie bascule également à l'état bas pour basculer à nouveau à l'état haut dès que les deux poussoirs sont de retour enfoncés. Voyons à présent la forme des signaux parcourant le circuit à transistor. Je relèverai premièrement les signaux entre le poussoir de gauche et l'émetteur du transistor de droite. Deuxièmement, je relèverai les signaux entre le poussoir de droite et l'émetteur du transistor de droite.
Et troisièmement, je relèverai le signal de l'émetteur du transistor de droite lorsque les deux poussoirs sont enfoncés. Comme précédemment, on commence par relier le commun des deux sondes à la masse. J'utilise une sonde pour relever le signal d'entrée au niveau du bouton poussoir de gauche qui est le signal bleu, et une sonde pour relever le signal de sortie au niveau du collecteur du transistor de droite, soit le signal jaune. Observons les signaux affichés à l'oscilloscope. Lorsqu'on place le circuit sous tension, nous apercevons que les signaux jaunes et bleus sont placés à un niveau logique bas. Lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir de gauche, représenté par le signal bleu, on place la base du transistor de gauche à un niveau logique haut. Cependant, on remarque que le signal jaune représentant l'émetteur du transistor de droite demeure à l'état bas. Lorsqu'on relâche ce bouton poussoir, la base du transistor de gauche est de retour placée à l'état bas. Relevons à présent les signaux présents au niveau du bouton poussoir de droite et l'émetteur du transistor de droite. Pour ce faire, on déplace juste la sonde bleue du bouton poussoir de gauche vers le bouton poussoir de droite. Nous pouvons observer que l'illustration est identique à la précédente. En effet, lorsque le circuit est sous tension, la base du transistor de droite, représentée par le signal bleu, est à l'état bas. L'émetteur de ce transistor, qui est la sortie et représenté par le signal jaune, est également à l'état bas. Lorsqu'on enfonce le bouton poussoir de droite, on place la base du transistor de droite à un niveau haut. L'émetteur de ce transistor ne change pas d'état. Quand on relâche le bouton poussoir, on replace la base du transistor de droite à l'état bas. Encore une fois, il n'y a pas eu de changement au niveau de l'émetteur de ce transistor. Voyons à présent la forme des signaux lorsque les deux boutons poussoirs sont appuyés. Pour les mêmes raisons que précédemment, je ne peux pas vous illustrer le branchement des sondes des deux entrées et de la sortie de la porte E. Néanmoins, les deux entrées, comme nous l'avons vu juste avant, réagissent également de la même façon. Ainsi, je ne modifierai pas le branchement des sondes et je vais me concentrer sur le signal de sortie car à présent, il y aura un changement comme nous allons le voir. Voici ce que nous observons à l'oscilloscope. Sur cette illustration, nous voyons un signal bleu représentant l'entrée qui est la base du transistor de droite et un signal jaune représentant la sortie qui est l'émetteur du transistor de droite. L'autre entrée, à savoir la base du transistor de gauche, n'est pas représentée ici. Le circuit sous tension et en imaginant que le bouton poussoir de gauche est enfoncé, nous observons que la sortie qui est le signal jaune est à un niveau logique bas. Tout en ayant le bouton poussoir de gauche enfoncé et qu'on enfonce en même temps le poussoir de droite, on place également la seconde entrée qui est la base du transistor de droite à un niveau logique haut. Ainsi, la sortie qui est l'émetteur du transistor de droite bascule à l'état haut. Quand on relâche le poussoir de gauche, l'entrée qui est la base du transistor de gauche bascule à l'état bas. Nous voyons que la sortie bascule également à l'état bas pour basculer à nouveau à l'état haut dès que les deux poussoirs sont de retour enfoncés. Quand on relâche le poussoir de droite, l'entrée au niveau de la base du transistor de droite, représentée par le signal bleu, bascule à l'état bas. Nous voyons que la sortie bascule également à l'état bas pour basculer à nouveau à l'état haut dès que les deux poussoirs sont de retour enfoncés. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo, dans laquelle nous avons découvert la porte E en utilisant un CD4081 ainsi qu'en utilisant deux transistors. Nous avons pu constater que la sortie de cette porte n'est active qu'à la seule condition que toutes les entrées le soient également. Dans la prochaine vidéo, nous verrons un autre élément constituant le CD4017. Si vous ne voulez pas la rater, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Aussi, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et surtout me faire part de votre appréciation dans les commentaires. Comme d'habitude, n'oubliez pas que vous retrouverez en description les sources ainsi que le lien Google Drive permettant d'accéder au script de cette vidéo ainsi qu'au schéma. En vous souhaitant de très bonnes expériences électroniques, je vous donne rendez-vous sur Proto Électronique. Bye.